Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Vous êtes sur la page et la chaîne YouTube Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est une nouvelle chaîne et aussi une nouvelle page Facebook qui va vous permettre, n'est-ce pas, de vous donner l'espace pour discuter des questions liées aux questions des droits de l'homme, aux questions de la justice, aux questions politiques, aux questions culturelles, questions socio-économiques, bref, des questions qui ont trait à la justice et aux droits de l'homme, aux questions culturelles et aux questions, n'est-ce pas, socio-économiques de la RDC. Mais aussi, dans une certaine mesure, on serait en train, n'est-ce pas, à toutes fins utiles, bien entendu, parler des questions sportives. Je voudrais insister ici sur l'aspect selon lequel nous allons, n'est-ce pas, vous permettre d'avoir aussi des informations sur des questions des réfugiés, les droits des réfugiés dans la région des Grands Lacs, les droits des réfugiés en RDC, les droits des réfugiés en Ouganda, les droits des réfugiés, n'est-ce pas, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, au Mozambique. Ce sont des informations dont vous avez besoin et à travers nos différentes émissions, nous allons, n'est-ce pas, vous donner cette opportunité de suivre. Et je pense que les informations qui seront, n'est-ce pas, partagées ici, vous seront, nous les pensons bien, vous seront utiles. Appelez-moi Frédéric Biguru Kayabou. Je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission. Je suis un défenseur judiciaire, je suis un maître. J'ai aussi une expérience dans les domaines des droits de l'homme, des questions de la justice, des questions de la résolution pacifique des conflits, des questions aussi des droits des réfugiés dans la région des Grands Lacs. Et je pense que je vais mettre à votre disposition ces petits savoirs dont je dispose, afin que, n'est-ce pas, ça puisse, n'est-ce pas, aussi vous être utile, et afin que vous ayez aussi des réponses aux questions que vous vous posez tous les jours. Nouveau Départ, c'est notre chaîne. Nous croyons à certaines valeurs, la paix, la justice, les droits de l'homme, la démocratie. Toute personne, toute organisation, tout chercheur qui voudrait, n'est-ce pas, utiliser notre espace, et il est le bienvenu pour, n'est-ce pas, partager sa connaissance, parce que toute connaissance a pour finalité de servir, n'est-ce pas, la société, de résoudre les problèmes de la société. Si vous avez la connaissance que vous ne parvenez pas à partager avec les autres membres de la société, donc je ne crois pas que ça soit vraiment une bonne connaissance. Une connaissance, c'est celle qui est partagée, qui résout les problèmes, et ça permet au développement de la société. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e émission. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les rapports mapping. Les rapports mapping, c'est quoi? Voilà des questions que vous allez vous poser. Voilà ce que vous allez savoir au cours de cette émission, les rapports mapping. Parce que tout le monde parle des rapports mapping, mais il n'est pas vraiment aisé d'expliquer c'est quoi ces rapports. Nous avons nos experts, nous avons Maître Didier Bitakwa et Maître Rakim, qui vont, n'est-ce pas, nous accompagner tout au long de cette émission, nous parler de ces rapports. Quel est le contenu de ces rapports? Je tiens ici à préciser que la semaine passée, bon, c'est pas la semaine passée, il y a des jours, n'est-ce pas, nous avons parlé de menaces dont le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, c'est le médecin, n'est-ce pas, qui dirige l'hôpital de référence au niveau de Bukavu, connu sous le nom de l'hôpital de Panzi. C'est l'homme qui répare les femmes victimes de violences sexuelles, les femmes victimes de viols dans la région conflictuelle. Et il est le prix Nobel de 2018.
Donc c'est une fierté. Et pour retrouver l'intégralité de notre interview ou notre émission avec Maître Pascal Mulindwa de l'ONG Organisation de défense et de la protection des droits de l'homme, aussi la promotion de la paix au niveau de Bukavu en RDC, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Nouveau Départ, mais aussi sur notre chaîne YouTube, Nouveau Départ. Vous allez retrouver l'intégralité de cette émission où on explique les contextes dans lesquels le docteur Mukwege est victime de menaces, des intimidations de toutes sortes. Je pense que vous allez apprécier. Mais aujourd'hui, nous allons maintenant parler du rapport mapping. Et voilà, avant de commencer, nous allons demander à ceux qui sont en ligne maintenant de nous donner le feedback par rapport à la communication. Est-ce que l'écran de notre chaîne est dans une bonne position? Parce que nous avons commis une erreur la fois passée. On n'avait pas bien placé l'écran de notre téléphone. Est-ce que le son est bien? Est-ce que vous nous captez? Allô? Allô? Est-ce que ça va? Est-ce que vous nous captez? Ceux qui sont en ligne peuvent nous faire juste un petit commentaire. Soit si ça va, vous pouvez faire un commentaire ou bien nous envoyer juste, comment dire, des flowers ou bien un signe de OK pour dire que ça va. Est-ce que ça va? Le temps que nous attendons nos experts, nos intervenants, Maître Didier et Maître Rakim, nous allons d'abord souffler tout en écoutant cette musique, le temps qu'on se prépare. Merci. Allô, maître? Allô? Allô, maître? Allô? Allô, maître Didier? Est-ce que vous nous captez? Oh, il y a un problème de connexion. On voudrait, n'est-ce pas, commencer avec Maître Didier. Apparemment, il y a un problème de connexion. On ne se comprend pas. Laisse-moi les rappeler plus tard.
Voilà, nous l'avons eu. Oui, maître, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous captez très bien? Oui, je vous capte parfaitement. Ok, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Nous sommes la chaîne ou la page Facebook Nouveau Départ. C'est une chaîne qui a pour mission de parler des questions des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits des réfugiés, des questions de la justice, des questions politiques, des analyses, des questions socio-économiques, des questions culturelles, mais dans la mesure du possible aussi des questions, n'est-ce pas, sportives. Mais aujourd'hui, nous allons parler des questions liées à la justice et aux droits de l'homme. Comme nous l'avions déjà annoncé dans notre introduction, je m'appelle Frédéric, je suis le présentateur et l'initiateur de cette chaîne. Je ne suis pas membre de parti politique, je suis un penseur libre, je fais mes analyses par rapport aux faits, et je vois dans quelle mesure je peux aussi contribuer par mon savoir-faire, mon savoir-être, à la résolution des problèmes qui se passent dans le monde, et particulièrement dans la région du Grand Lac et aussi en RDC. Cela étant dit, aujourd'hui nous allons parler des rapports mapping. Le sujet c'est les rapports mapping, un espoir pour les victimes des violations des droits de l'homme en RDC. Et voilà la question que nous nous posons dès le départ, partant de notre sujet du jour. Nous avons la première question. Maître Didier, voudriez-vous bien vous présenter? Merci beaucoup, Monsieur Frédéric, pour l'honneur de me faire participer à cette émission et de me permettre de donner mon point de vue sur l'évolution de la situation. En fait, en réponse à votre question, on m'appelle Didier Bitaki Weteshi. Oui. Je suis expert en droit international humanitaire, Oui. expert en désarmement, Oui. juriste de formation, Oui. mais aussi activiste politique. Donc, je veux dire activiste politique, non pas acteur politique, Oui. mais ce n'est pas sous cette casquette que j'interviens dans cette émission. Oui. J'interviens en tant qu'expert du domaine de la justice Oui. et du droit international humanitaire tel que vous m'avez présenté. Voilà ce que je suis. Merci beaucoup pour votre présentation si riche. Et je pense que nous allons avoir des vraies informations. Nous allons avoir des informations. Nous serons suffisamment édifiés au cours de cette émission. Nous allons sans plus tarder à la deuxième question. Maître Didier, quel est le contexte de la rédaction du rapport mapping? Parce que beaucoup de gens parlent des rapports mapping, mais peut-être ils ne connaissent pas c'est quoi les rapports mapping. Et il y a même de ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que les rapports mapping. Des gens en parlent partout, d'autres n'en sont même pas informés. Vous, en tant qu'un expert tel que vous venez de vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière large ou de manière brève sur les documents ou les rapports du mapping? Merci beaucoup pour la question. Oui. Le rapport mapping, tel qu'il a été élaboré par des experts des Nations Unies aux droits de l'homme, Oui. est un document descriptif. Oui. Et donc, des résultats des recherches Oui. menés dans le cadre de la situation globale de la région des Grands Lacs. Ok. C'est un document qui décrit les faits qui se sont déroulés dans la région des Grands Lacs de 1993 à Oui. 2010. C'est Oui. un document qui épingle certains faits tout en situant les responsabilités, tout en parlant réellement des faits et des situations, des crimes et aussi d'exactions commises, parlant de responsabilités des uns et des autres, mais aussi propose des solutions à différents niveaux et par différents acteurs, Oui. à un certain niveau de responsabilité et de décision. Donc, c'est un document qui relève l'ensemble des crimes commis dans la région des Grands Lacs, Oui. l'ensemble des événements qui se sont déroulés, notamment dans les parties orientales de notre pays, Oui. et également
l'implication des acteurs extérieurs dans le conflit qui se sont succédés dans la région des Granades. En fait, le rapport mapping a été élaboré dans un contexte de conflit fratricide, un conflit qui déchirait l'Est du pays, un conflit qui opposait le gouvernement congolais à des miliciens armés, notamment à l'époque, et les 5 qui s'est transformé en M23. De l'autre côté, il y avait les FRF dans le haut plateau de Minembwe, qui se sont transformés en un autre mouvement aujourd'hui qu'on appelle un groupe là, Sisengomino et autres. Il y avait de l'autre côté les Maïmaï, qui étaient éparpillés, disséminés partout à travers la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il fallait alors déceler les contextes, donc décrire les contextes dans lesquels ces conflits se déroulaient, et notamment situer les responsabilités des acteurs par rapport aux crimes commis et aux crimes subis par la population. Il fallait sortir un rapport dénonçant et détaillant les éléments et les événements tels qu'ils se déroulaient dans la zone. C'est pour cette raison que les Nations Unies ont décidé d'envoyer une équipe de chercheurs et des analystes, des experts des droits de l'homme et des droits humains qui comprennent. Il y avait également certains membres des acteurs sociaux qui se sont joints à cette équipe plutôt des chercheurs, afin d'élucider les faits tels qu'ils se sont déroulés depuis le commencement de la violence dans la région jusqu'à l'année 2010, parce qu'on ne parlait pas d'autres crimes qui sont commis et des actions, disons, des événements tragiques qui se déroulent depuis 2010 jusqu'à nos jours, mais on s'est limité seulement à ce qui se rapporte à la période allant de 93 à 2010. Donc voilà un peu ce que c'est ces rapports-là. Alors, à un certain niveau, les rapports parlent des événements. Des 2, le rapport parle des responsabilités. Et des 3, les rapports parlent des faits, donc des crimes qui se sont produits tout au long de cette période. Et enfin, le rapport produit des recommandations à différents acteurs sur les faits décisionnaires au niveau de la région, notamment la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, y compris aussi la Tanzanie comme étant acteur observateur de loin, mais au moins impliqué dans les événements qui se sont produits au cours de cette période-là, analysés par les experts des Nations Unies dans le rapport de mapping en question. Voilà, c'est ça le rapport de mapping. Merci beaucoup pour cette présentation contextuelle du rapport. Mais j'ai aussi une question par-dessus tout. Pourquoi on l'appelle mapping? Mapping, qu'est-ce qu'on peut entendre par mapping? Mapping. Je sais que c'est mon anglais, mais je voudrais que nos téléspectateurs, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, comprendre l'essence de ce mot mapping. Mapping signifie, on l'appelle le rapport mapping parce que c'est un rapport cartographique. Mapping signifie cartographie. Vous voyez. Alors le rapport portant le nom de mapping, c'est-à-dire c'est un rapport qui cartographie les événements sur une échelle de période sur une période donnée. C'est-à-dire le rapport fait la cartographie réelle des événements qui se sont déroulés sur une certaine période donnée. Voilà pourquoi on l'appelle le rapport mapping. Voilà, donc ça circonscrit la géographie dans laquelle les événements se sont produits, donc les événements analysés, les faits présentés et les contextes, y compris les circonstances dans lesquelles ces événements se sont déroulés. C'est pourquoi on lui a collé le nom de mapping, justement pour identifier, disons, la circonscription, identifier les acteurs, identifier les périodes au cours desquelles les événements se sont déroulés, les événements qui sont décrits dans ces rapports, la période au cours de laquelle ces événements se sont produits. Donc c'est pourquoi on l'appelle le rapport mapping. Voilà, chers téléspectateurs, je viens d'avoir le feedback d'un téléspectateur, M. David, qui vient nous dire que la caméra a été renversée. Maintenant, nous venons de changer de position. Est-ce que ça va toujours, M. David? Oui, ça va. Est-ce que la caméra, ça va? Est-ce qu'on peut avoir un autre feedback de votre part, chers téléspectateurs? Il y a quelqu'un qui vient de signaler que la caméra a été renversée et je viens de changer la position. Je ne sais pas si la situation est toujours restée la même. Merci beaucoup. On poursuit. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tels internautes, tels téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui de ce qu'on appelle les rapports mapping. Est-ce que les rapports mapping, c'est une solution? C'est une opportunité pour les victimes des violations des droits de l'homme en RDC pour obtenir, n'est-ce pas, réparation? Parce que en droit de l'homme et en droit international humanitaire, de manière générale,
quand il y a des violations des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle les auteurs présumés auteurs, et il y a aussi ce qu'on appelle des victimes. Et des victimes, ce sont des personnes dont les droits ont été violés, n'ont pas été respectés par des belligérants engagés dans un conflit qui peut être soit un conflit interne, un conflit international, ou bien un conflit interne qui va s'internationaliser, ou bien une guerre civile. Et toute victime de violation des droits de l'homme a droit à la réparation. Comme vient de nous l'expliquer notre expert, Maître Didier, le rapport mapping, c'est un rapport qui cartographie des sites, des lieux où des crimes ont été commis en RDC. Et voilà, c'est un rapport qui a été rédigé par des experts des Nations Unies à l'issue d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas, pour documenter des violations des droits de l'homme et des droits humanitaires qui étaient commises sur le territoire congolais pendant une période bien précise, à savoir entre mars 1993 et juin 2003. Et ces crimes ont été commis par les troupes étrangères, notamment les troupes rwandaises, au Zaïre, Congo. Il y avait aussi plusieurs autres troupes et des groupes armés. Il y avait des attaques qui étaient dirigées contre des civils. Pourtant, des civils sont des personnes qui sont censées être protégées par les droits internationaux humanitaires. Merci beaucoup pour votre, n'est-ce pas, explication si riche, Maître Didier. Ah oui. Nous avons... Vous dites que c'est un rapport qui a été rédigé par des experts. C'est un rapport bien documenté. Oui. Moi-même, je le lis presque chaque jour. C'est un bon rapport, à mon humble avis, qui contient des recommandations qui documentent des faits, qui cartographient des sites où il y a des violations des droits de l'homme. Mais je me pose aussi une autre question, maître. Il y a plus de 10 ans que depuis que ce rapport a été écrit, mais aucune recommandation faite par les experts n'a été mise en application, en pratique. Mais selon vous, qui en constituerait le blocage? Ou bien qui a intérêt à ne pas voir ces dites recommandations être mises en pratique? Je voudrais d'abord clarifier quelque chose avant de répondre à votre question. Merci. Oui, ce que je voudrais clarifier est ceci. Oui. Le rapport de mapping a été élaboré dans un contexte où la République démocratique du Congo s'est trouvée menacée par des rébellions internes qui cherchaient à tout prix à renverser les institutions. Mais ces rapports en état élaboré, c'était juste une réponse internationale, donc une réponse des Nations Unies, une sorte de contribution pour élucider les faits qui ont été commis par différents acteurs dans la région. Ces rapports a été élaboré dans un contexte d'une impunité totale des acteurs ayant été à la base des violations graves des droits. Et compte tenu du fait que il y avait une impunité totale consacrée à travers l'institution en place, dont la plupart des acteurs venaient des différents mouvements armés qui sont épinglés dans ce rapport et qui finalement courent encore et restent totalement impunis. Ils jouissent d'une impunité totale parce que ce sont eux qui tiennent les commandes des institutions de la République démocratique du Congo d'abord, mais aussi du Rwanda après, parce que le Rwanda est également épinglé pour avoir exercé une violation des frontières congolaises lorsque il a opéré des agressions successives, je me rappelle, 94, 96, 98, 2002 et 2004, le Rwanda avait agressé la RDC ensemble avec l'Ouganda jusqu'à produire des événements malheureux à Kisangani. Lorsqu'ils se sont battus entre le Rwanda et l'Ouganda, ces événements ayant causé mort d'hommes et des souffrances atroces à la population en violation des règles de guerre et des règles et du droit de la guerre, ils jouissaient d'une impunité totale et personne ne pouvait les toucher, personne ne pouvait en parler. C'est pour cette raison que les Nations Unies a constaté qu'il y avait une sorte de laisser-aller, les institutions internationales comme nationales, y compris les instruments juridiques internationaux notamment, la Cour internationale de justice, qui devait se pencher sur la question des violations des frontières congolaises en vertu
en vertu du statut de Vienne. Oui. Et en plus, le Rwanda et l'Ouganda a commis des crimes de guerre sur le territoire congolais. L'instrument qui devait se charger d'enquêter et de tirer les responsabilités, les conséquences des crimes commis en RDC, notamment la Cour pénale internationale, oui, au regard de prévention du statut de Rome, oui, n'ont pas réagi, ces instruments ayant failli. Il fallait que les Nations Unies d'abord s'imprègnent de la situation sur le terrain. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette période? Quelles sont les responsabilités? Et qui étaient les acteurs? Oui. Quelle a été la principale victime de ces violations des droits de l'homme? Oui. Le rapport épingle. Oui. Le rapport détermine les acteurs, donc les auteurs, qui doivent absolument être poursuivis, donc répondre des actes qu'ils ont commis. Oui. Le rapport détermine les victimes principales, donc les probables victimes qui ont subi ces violations des droits de l'homme et des actes de crimes commis par des forces armées étrangères et nationales aussi, pour le cas de la RDC. Oui. Ce même rapport propose des pistes de solutions, et notamment en évoquant la question de la création d'une cour internationale de justice, une cour internationale spéciale pour le Congo. Oui. Le rapport recommande cela, mais malheureusement, étant donné que les acteurs au pouvoir, oui, là je vais répondre à votre question maintenant, voilà, étant donné que les acteurs qui doivent se charger de la mise en place d'un instrument oui, répressif des crimes de guerre, oui, sont les mêmes acteurs qui sont épinglés dans les rapports, sont les mêmes acteurs qui ont participé à la commission de différents crimes. Voilà l'obstacle devant lequel on se retrouve, parce que ce sont les mêmes qui doivent décider. Ils bloquent la mise en place des institutions judiciaires devant statuer sur les différents crimes commis à l'Est et notamment dans la région des Grands Lacs de manière générale. Alors, compte tenu de cela, je pense que pour le moment, les Nations Unies, oui, et là je reviens sur votre préoccupation, oui, les Nations Unies devront encore une fois décider de la mise sur pied d'une justice équitable, parce que la justice transitionnelle dans sa conception normale, oui, ne peut pas juger ce genre de cas. oui, Du fait qu'elle sera une justice transitionnelle d'abord, qui ne devra se pencher sur des questions congolaises, donc sur des crimes qui se sont déroulés au Congo en interne, oui, il n'y a pas une compétence universelle devant lui permettre d'aller au-delà des frontières congolaises pour s'attaquer à des responsables et à des acteurs criminels qui ont commis des exactions sur le territoire congolais, okay, et notamment dans la région des Grands Lacs. Donc, le Congo a besoin d'une justice et a une compétence universelle devant juger les acteurs internes pour le cas de la RDC, oui, et les acteurs externes ayant participé à la commission des violations des droits humains et des droits internationaux humanitaires en vertu des dispositions légales internationales. Donc voilà un peu, c'est juste au niveau du gouvernement congolais et de tous les gouvernements de la région que se situe la responsabilité. Donc l'obstacle se situe à ce niveau-là, étant donné que les mêmes acteurs qui ont commis le crime sont les mêmes qui tiennent le commande du pouvoir. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et donc, il s'agit donc de comprendre que le blocage est à situer au niveau, tout d'abord au niveau national et au niveau régional. Au niveau national, c'est parce que les seigneurs de guerre d'hier se sont retrouvés, n'est-ce pas, à travers des négociations à Sun City, à Gaborone, au Zimbabwe et partout, où ils s'étaient rencontrés pour discuter, n'est-ce pas, de la cessation des hostilités. Et ces mêmes seigneurs de guerre se sont retrouvés au pouvoir. Ce sont même seigneurs de guerre qui ont été élus, entre guillemets, par le peuple et qui détiennent, n'est-ce pas, l'impérium. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui dirigent le Congo. Et voilà qu'ils ne peuvent pas être de bonne foi pour permettre à ce que les recommandations telles que données, formulées par les experts des Nations Unies dans le cadre du rapport mapping soient mises en pratique. Maître, je poursuis en posant une autre question. Oui. Quel est l'impact, oui, quel est l'impact que la mise en place d'un tribunal, je sais pas, pénal, ou bien spécial, ou bien mixte sur l'RDC pourrait avoir dans les relations, n'est-ce pas, interétatiques? Par exemple, il y a l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et d'autres pays qui étaient impliqués dans des conflits armés lors de l'invasion de l'RDC depuis 1996, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Quel serait l'impact? Merci de la question. D'abord, avant de répondre, il y a un problème qui se pose. Vous savez que
la justice internationale n'est pas statuée. Je parle de la Cour internationale de justice, qui est d'abord le premier instrument à pouvoir se saisir des cas qui concernent les États. Oui. La justice internationale ne peut statuer que lorsqu'elle est saisie par un État qui se sent lésé. Okay. Et donc, pour les cas du jugement de la RDC, disons, pour le cas du dossier de la RDC avec l'Ouganda ou avec les Rwandais et les Burundi, il faut que la RDC se plaigne pour dire, moi, en tant que pays, j'ai été victime d'une agression de la part de mes voisins directs, oui, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Oui. Vous vous rappellerez d'ailleurs qu'il y a déjà un arrêt rendu par la Cour internationale de justice en faveur de la RDC condamnant l'Ouganda à des réparations, oui, en faveur de la RDC, mais la RDC cherche à contourner le contenu de ces jugements, donc du prescrit de cet arrêt, pour chercher à régler cette question de manière diplomatique et faire oublier les retombées, les faire oublier en les consommant et en disant au nom de la réconciliation et des bonnes relations, des relations de bon voisinage, nous oublions cette condamnation et nous continuons à poursuivre nos relations. Cela n'avantage en rien le peuple congolais qui a été victime de la barbarie ougandaise. Il en est de même pour le cas du Rwanda. La RDC ne s'est jamais plaint à la CIJ contre le Rwanda et contre le Burundi. Oui. Malheureusement, quand bien même la République démocratique du Congo devait accuser le Rwanda ou se plaindre contre le Rwanda est exempté parce que n'étant pas parti, oui, le Rwanda n'est pas parti au statut portant création de cette Cour internationale de justice. Il en est de même pour le Burundi. Donc, il y a blocage à ce niveau-là. Mais maintenant, dans le cas de la justice interne, le Congo n'a pas la possibilité de mettre en place une justice, disons, une cour pénale spéciale pour la RDC. Elle ne peut pas se rendre elle-même, la RDC ne peut pas se rendre elle-même juge et partie. Parce que la RDC est partie au problème. Donc quand je parle de la RDC, je parle des autorités congolaises, je parle des institutions congolaises au sein desquelles nous trouvons l'ensemble, si pas l'ensemble, au moins la quasi-totalité des acteurs ayant participé aux actes que nous fustigeons jusqu'aujourd'hui. Donc dans ce contexte, il faut que ce soit la Cour pénale, disons que ce soit les Nations Unies qui puissent, au terme d'une résolution, adopter les principes de la mise en place d'une Cour pénale spéciale pour la RDC, afin de juger les auteurs de différents crimes. Et ces auteurs se cachent, je l'ai dit, dans les institutions actuelles, et notamment dans l'armée, comme au niveau des institutions politiques. Alors, compte tenu du fait qu'il y a obstacle avéré à ce niveau-là, c'est de la volonté manifeste des Nations Unies à pouvoir chercher à rétablir la justice pour qu'il y ait une cour spéciale pour la RDC. Et je félicite d'ailleurs le docteur Mukwege qui se bat pour obtenir la mise en place de cette institution. D'ailleurs, je le soutiens. Je souhaite également que cela soit fait le plus rapidement possible pour que les auteurs de crimes puissent répondre de leurs actes. Mais maintenant, l'impact que cela comporte par rapport à la vie nationale, l'impact que cela comporte par rapport à la vie nationale, c'est que, d'abord, c'est un instrument de prévention. Ça doit prévenir la commission d'autres crimes à l'avenir. Et deux, c'est un instrument qui réprime les actes commis afin de barrer la route à tout ce qui jouissent de l'impunité. Donc ça met fin à l'impunité des acteurs qui malheureusement se retrouvent dans la nature et qui courent toujours au détriment de leurs victimes et aux yeux même de leurs victimes qu'ils ont eux-mêmes maltraitées. Et de trois, ça rétablit la sécurité parce que les acteurs, les auteurs des crimes et des banditismes, donc ceux qui font, ceux qui commettent des exactions et des actes de violation des droits de l'homme sur la population civile, devront se référer à l'impact, donc aux conséquences des décisions que prendra la Cour pour dire si nous commettons, donc son caractère préventif est que la Cour va imposer une logique, une conduite aux acteurs armés non étatiques qui tiennent encore les armes et qui commettent des crimes et que peut-être, attention, si vous avancez, vous ferez face à la justice. Et ça permet à ce que la paix soit rétablie sans qu'on ait fait allusion ou appel à la violence, comme on cherche à régler le problème par les armes, on ne tient plus compte de la vie de la population. Cela pourra mettre fin au recours aux armes et à la violence pour obtenir un poste ou quelque avantage que ce soit. Donc moi je pense qu'il est tellement urgent qu'une institution judiciaire
internationale pour réprimer les crimes commis il y a 10 ans dans notre pays soit mise en place pour notamment chercher à réparer en faveur des victimes, à réparer les crimes que les auteurs ont commis et même le punir selon les prescrits de la loi. Cela est un remède pour éviter que dans l'avenir, pareille situation ne puisse se reproduire. Donc ça a un impact positif sur la population, mais aussi un autre impact négatif, parce que tout simplement, non seulement que ceux qui seront punis ne pourront pas bénéficier, en tout cas, son impact négatif, c'est que ceux qui seront identifiés comme auteurs et matériels et intellectuels de différents actes ne pourront pas directement répondre du fait de l'absence d'un appareil de défense et de sécurité efficace en République démocratique du Congo, tout étant tenu par les criminels. Vous voyez? Donc, il faudra que les Nations Unies non seulement participent à la restauration d'abord d'une paix durable, en imposant cette paix, et ensuite ramener maintenant l'effectivité de la mise en place d'une justice internationale pour se pencher sur les différents crimes commis au cours de la période qui a été examinée par les experts des Nations Unies et que... Allô, maître? Il y a un problème de connexion? Criminel. Ouais, ça va? C'est rétabli? Allô, est-ce que ça va? Ah oui, ouais, oui, c'est rétabli. Voilà. Puis ça va... Oui, je vous capte. Voilà un peu. Merci beaucoup pour cette explication, mais à mon avis, je pense que le blocage se situe à tous les niveaux presque. Donc, la RDC, l'actuelle configuration politique, c'est elle-même qui constitue le blocage à la mise en place, n'est-ce pas, des recommandations formulées dans les rapports mapping, ça veut dire l'accès à la justice. Je vous entends, n'est-ce pas, ouvrir une brèche au niveau des Nations Unies pour, n'est-ce pas, faire prendre une résolution afin de pouvoir, n'est-ce pas, imposer, prendre des mesures de sorte que l'État congolais soit poussé à mettre en place cette juridiction. Vous voyez, Monsieur Frédéric, vous voyez, le problème se pose à quel niveau? Oui. D'abord, il faut comprendre les ratés, parce que les ratés du processus électoral de 2018. Le processus électoral de 2018, duquel on attendait une alternance pure et simple, est un raté pour le peuple congolais. C'est un manque, le peuple congolais a manqué son rendez-vous avec l'histoire. Oui. Dans quel sens? On avait besoin d'avoir des dirigeants, oui, autres que ceux qui sont impliqués dans les crimes commis dans le passé. Tout à fait. Mais malheureusement, ce processus a ramené, à légitimer les mêmes acteurs qui sont impliqués dans les exactions et les violations des droits de l'homme, alors que ce processus électoral devait doter de la République démocratique du Congo de nouvelles autorités n'ayant aucun rapport avec les actes commis dans le passé. Oui. Malheureusement, le cas aujourd'hui met les acteurs, les autorités actuelles dans l'impossibilité de pouvoir requérir l'appui de la communauté internationale pour la mise en place de la Cour pénale spéciale pour le Congo, oui, étant donné que elles-mêmes, ces autorités, je les cite, ont des difficultés à pouvoir imposer leur autorité sur le terrain aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ces autorités-là finiront par saisir la communauté internationale pour demander que justice soit rendue aux victimes qui attendent toujours et continuent toujours à attendre, dès lors qu'elles-mêmes sont redevables à l'égard envers les criminels? Oui. Vous comprenez? Alors, c'est pour cette raison que nous, en tant que Congolais, d'abord, je parle en tant que Congolais, oui, je fustige le fait que ce processus électoral n'ait pas été à mesure de nous doter des autorités, nous donner des autorités n'ayant aucun rapport, n'ayant aucun lien avec les acteurs qui sont cités dans les rapports de mapping comme étant responsables de violations des droits de l'homme. Oui. Parce que ce processus électoral n'a fait que légitimer la continuité de ce dernier, et voilà pourquoi on ne peut pas s'attendre à la mise en place d'une telle justice dès lors que les criminels sont les mêmes qui dirigent. Vous comprenez? Yeah. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est un fait à regretter. La RDC a raté son rendez-vous avec l'histoire. Et pour cause, c'est tout simplement
Parce que les Nations Unies n'ont pas pu tenir compte du fait qu'il faut que l'impunité cesse. Oui. En se retirant du processus électoral, les Nations Unies ont continué à consacrer l'impunité. Oui. Et du coup, ça continue. Et voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, personne n'en parle. Il n'y a que le docteur Mukwege qui essaie de se battre et seul contre tous. Il ne peut rien. Okay. Mais moi, j'ai joué ma voix à lui pour dire nous en appelons à la mise en place de cette cour afin de sanctionner, afin de réprimer, afin de prévenir la commission des crimes éventuels dans l'avenir et mettre fin définitivement à cette culture d'impunité qui a élu domicile dans les chefs des acteurs politiques congolais. Voilà, c'est toujours compliqué, l'équation est toujours compliquée. Parce que, à vous entendre, actuellement, il n'y a aucun espoir pour que la justice soit faite, soit rendue, pour, n'est-ce pas, respecter la mémoire des victimes de violations des droits de l'homme, étant donné que les mêmes présumés auteurs d'hier sont eux qui sont des décideurs aujourd'hui. Et je pense qu'aussi au niveau des Nations Unies, mais est-ce que vous pensez que c'est possible parce que il y a beaucoup de rapports qui dénoncent des lobbying occidentaux, des lobbying des multinationales et même certains membres du Conseil de sécurité qui ont intérêt dans des conflits en RDC, ils n'ont pas intérêt, n'est-ce pas, à voir cette cour, cette justice soit faite en faveur des victimes. Est-ce que, je ne comprends pas, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Écoutez, vous savez que la communauté internationale est divisée sur la question de la RDC. Oui. Je vous donne un exemple. Nous avons plus de 47 pays qui interviennent en RDC actuellement. Le 47 pays se retrouve au sein des Nations Unies, disons, au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC MONUSCO. La MONUSCO, oui. Tous ces États sont pour la plupart responsables, disons, ont des intérêts économiques en République démocratique du Congo à travers leurs entreprises. Oui. La MONUSCO aujourd'hui, telle qu'on la voit, on a tendance à croire que c'est une mission de maintien de la paix, mais moi, après analyse approfondie, je constate que la MONUSCO est tout simplement une mission de protection des intérêts des États, des intérêts des individus originaires des États contributeurs des troupes et des États contributeurs des fonds pour alimenter et financer la MONUSCO. C'est tout simplement cela. Il y a également l'autre affaire qui concerne l'enrichissement du personnel des Nations Unies à travers cette mission. C'est devenu une mafia. Ce n'est pas une mission qui peut aider la République démocratique du Congo à restaurer sa dignité ni son calme. C'est impossible. Il n'y a pas de paix à obtenir sous les Nations Unies en RDC. Ce qu'il faut faire à ce niveau, de retirer d'abord la mission des Nations Unies. Oui. Parce que la justice a été rendue possible pour le cas du Rwanda. Oui. Okay? Pour le cas du Rwanda, avec la mise en place du TPI, donc le tribunal pénal international pour le Rwanda, oui. Parce que les Nations Unies ont cessé d'interférer dans les affaires intérieures du Rwanda. Vous comprenez? Mais oui. Tant que nous aurons cette chaîne ici, ces réseaux mafieux des Nations Unies à RDC, qui est symbolisé par la MONUSCO, en disant que nous voulons que la justice soit établie en faveur des victimes des violations graves des droits de l'homme et des crimes commis oui. En RDC par les auteurs que vous connaissez. Il n'y aura jamais mise en place de ce tribunal parce que, par son extension, il risque même de toucher certaines personnes, donc certaines personnes ou certains agents des Nations Unies qui ont versé dans les crimes commis à l'Est, parce qu'il n'y a pas que les tueries, il n'y a pas que les massacres, il n'y a pas que les viols, il y a également le pillage des ressources naturelles qui sont épinglés dans les rapports mapping des Nations Unies. Oui. Donc voilà pourquoi est-ce que les Nations Unies n'ont pas elles-mêmes intérêt à mettre en place un tribunal pénal spécial pour la RDC, parce oui. qu'il y a certains de son personnel qui sont impliqués dans les crimes commis dans notre pays. Donc pour moi, je me dis, l'obstacle n'est pas seulement congolais, mais l'obstacle est également au niveau international. Je vous donne un exemple. Oui. Quand vous avez par exemple la Tanzanie oui. qui a toute une brigade au sein des Nations Unies. Oui. Mais vous oubliez que c'est la même Tanzanie qui avait armé l'AFDEL, oui. qui avait entraîné
le Kadogo de l'AFDL, Oui. et qui avait accompagné Laurent Désiré Kabila de l'Est jusqu'à l'Ouest, Oui. et un parcours au cours duquel il y a eu des crimes graves qui ont été commis, notamment à Kisangani avec le massacre de Tingi-Tingi, il y a eu le massacre le massacre de Kachou, disons, de Katana, Oui. de Katana, Oui. Kachoucha, Oui. le massacre de Mougou, Makobola. tout ça sont des crimes qui sont répétés. Makobola également, il y a eu beaucoup de massacres, et que ces troupes tanzaniennes qui ont accompagné Mouzé sont actuellement au Congo au sein des Nations Unies. Ça, il faut comprendre. C'est compliqué alors pour les Congolais. Donc, c'est extrêmement compliqué de voir la RDC se doter d'une justice internationale pour réprimer les crimes qui ont été commis par différents acteurs. Donc, c'est presque le monde entier qui est impliqué, et on ne peut pas souhaiter la mise en place d'une telle juridiction des droits humains. Non. Alors, moi, je pense que la solution, c'est d'abord un sursaut d'orgueil au niveau de la RDC. Si vraiment les autorités congolaises, comme elles ont continué et non cessé à prôner l'état des droits, d'un véritable état de droit, donc si réellement ces autorités sont engagées à restaurer la dignité, à restaurer la dignité et la mise en place de l'état des droits, je crois que c'est à ce niveau ici qu'elles doivent procéder par, en tout cas, disons, de manière souveraine, procéder par lancer un appel en direction de la communauté internationale pour exiger, je dis pour exiger, la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC afin de mettre fin à l'impunité qui continue à faire son lit en République démocratique du Congo. C'est compliqué pour nous les Congolais, c'est compliqué. D'une part, nos autorités n'ont pas la bonne volonté. De l'autre part, les États voisins impliqués dans les conflits n'en ont pas intérêt. Non plus, de l'autre part, au niveau international, où le lobbying devrait être fait, il n'y a vraiment aucune volonté manifeste, n'est-ce pas, de contribuer à la répression des dits crimes. À l'intention toujours de nos téléspectateurs, nous vous rappelons que ici c'est la chaîne YouTube et la page Facebook Nouveau Départ. Aujourd'hui, nous traitons du rapport mapping. Est-ce que c'est une possibilité pour la répression des crimes qui ont été commis en RDC et de cela permettre aux victimes de toutes violations d'accéder à la justice et les cas et à la fin aussi obtenir des réparations du fait de tout préjudice subi. Et c'est la question dont nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler ici avec notre expert, maître Didier. Il vient de nous montrer que actuellement c'est vraiment, pas impossible, mais c'est difficile parce que des mêmes auteurs présumés de dites violations se retrouvent dans l'actuelle configuration politique de la RDC. Au niveau régional, ce n'est pas possible parce que des États qui étaient impliqués n'ont pas aussi intérêt, n'est-ce pas, à voir cette cour ou cette justice soit rendue pour respecter la mémoire des victimes. Et au niveau international, des multinationales impliquées avec des lobbying, avec certains États qui sont, des États occidentaux bien entendu, qui sont impliqués dans des dits conflits, n'ont aucun intérêt. Maintenant, maître, quand vous avez parlé de la lutte menée par le docteur Mukwege, la fois passée, on a organisé une émission ici avec notre expert de Bukavu en matière des droits de l'homme et de la promotion de la paix, de l'Organisation de défense des droits de l'homme, partenariat pour la protection intégrée, maître Pascal Mupenda. Aujourd'hui, hier, j'ai suivi, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit le chef d'état-major rwandais, le général James Kabarebe, et qui s'exprime en Kinyarwanda, mais qui dit que les rapports mapping, c'est de la pire propagande. C'est de la propagande, ce qu'il dit. Et que ce que le docteur Mukwege est en train de faire, c'est aussi des mensonges. Parce il part du principe selon lequel tout crime doit avoir, n'est-ce pas, des victimes. Et quand on parle de massacres, donc il doit y avoir des morts, des cadavres qui sont visibles. Mais il dit que c'est des pires mensonges. Quelle est votre interprétation par rapport à ces propos? A-t-il raison? A-t-il tort?
posant cette question, vous avez déjà la réponse. Oui. James Kabarebe a été à la fois chef d'état-major général de l'armée rwandaise, oui, comme chef d'état-major général de l'armée congolaise, FAC, à l'époque. Oui. Vous vous rappelez de cela? Oui, oui. Le rapport mapping parle des crimes commis de 1993 oui, à 2010. La période au cours de laquelle James Kabarebe conduit des troupes d'agression du Rwanda vers la RDC, oui, et c'est situé entre 96 et 98. oui, C'est lui qui commandait les forces, les viols, les violences sexuelles, oui, disons, et les crimes, le massacre de grande envergure oui, ont été commis à quelle période? C'est sous cette période-là. Kachusha a été bombardé, n'est-ce pas, par James Kabarebe? oui, Bukavu a été bombardé par James Kabarebe. Kavumu a été bombardé par James Kabarebe. oui, Vous prenez Mugunga, c'était toujours par James Kabarebe. Il y a bien d'autres massacres, il y a de preuves pour cela. oui, Le victime, il en parle, mais il a d'abord massacré les Hutus au Congo. Quand on parle de génocide au Rwanda, moi je n'ai jamais cru à ces facteurs de génocide contre les Tutsis. oui, Moi je parle par contre du génocide des Tutsis contre les Hutus, c'est la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous que James Kabarebe accepte aujourd'hui qu'il n'a pas commis de crimes, qu'il ne s'agit pas de propagande, lorsqu'il y a un rapport qui détaille, qui étaye les faits mis à sa charge, il ne peut que se défendre de cette façon. Je voudrais vous rappeler que au Rwanda, il y avait plus de 6 millions d'habitants pendant la fameuse, disons, le soi-disant génocide, je dis soi-disant, bon, ce sont vos propos, avait, ça n'engage que vous. Oui, je les assume, je les assume. Il y avait 6 millions d'habitants sur le territoire rwandais à cette époque. Oui. Mais quand ils ont fui, parce qu'on parle de massacre de 800 000 personnes, oui, quand ils ont fui, où sont passés, après le massacre, où sont passés les 5 millions 200 000 personnes? Ils se sont réfugiés vers la RDC. Aujourd'hui, où sont-ils? Quand est-ce qu'ils sont rentrés chez eux? Oui. C'est simplement, ils ont été massacrés par les Rwandais au Congo. Oui. Il faut reconnaître cela, moi-même, je suis témoin. Oui. Je peux apporter des preuves, je sais où est-ce que les massacres se sont déroulés. Oui. Alors, si James Kabarebe peut qualifier ces rapports de pure propagande, oui, ça, ce n'est que normal. Il faut prendre cela comme étant un refuge qu'il prend. Donc, il se réfugie derrière l'argument selon lequel il n'y a pas de victimes. Où seront les victimes? Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de victimes parce qu'il a exterminé tout le monde. La preuve est là. Oui. Les deux. Il peut dire que Mukwege n'est en train de raconter que des mensonges. Oui. Effectivement. Comment peut-il accepter qu'il existe des femmes réparées par Mukwege parce que les troupes de James Kabarebe les ont violées? Oui. Il ne peut pas reconnaître cela. Vous voyez, à travers les médias, il ne peut pas le dire. Où est-ce que vous avez trouvé un criminel accepter qu'il est auteur d'un crime? Il a toujours trouvé des prétextes. Et c'est le cas de James Kabarebe. Moi, je pense qu'actuellement, le problème qui se pose en RDC, c'est que c'est l'État congolais d'abord qui doit assumer ses responsabilités. Vous voyez qu'il n'existe pas. Dans les rapports inter-États, oui, ce qui existe tout d'abord, dans les rapports inter-États, ce qui existe, c'est l'imposition de sa souveraineté. Oui. Vous voyez? Alors, lorsque la RDC ne s'est pas imposée sa souveraineté, elle ne veut pas parler de ce qu'il est à toute indépendance. Oui. En ce moment-là, elle ne peut rester que la risée de tous les autres États, et c'est le cas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit continuer à exercer une pression sur la communauté internationale de manière à nous doter d'un instrument juridique, oui, un instrument plutôt juridique et judiciaire, oui, qui répond aux besoins de la réparation et aux besoins de la lutte contre l'impunité des acteurs ayant commis des crimes en République démocratique du Congo. Cela ne doit pas rester comme étant un argument de propagande ou un réseau de se trouver une certaine notoriété nationale ou internationale. Non, ce sont des faits réels qui doivent être punis conformément à la loi. Et donc, qu'il s'agisse de James et d'autres auteurs présumés, tout le monde devra passer devant la barre pour s'expliquer sur les faits commis. Parce que les victimes sont là, les témoins sont là, et on a des dates précises sur les faits commis à la République démocratique du Congo. On a eu à documenter tout. Nous avons des documents bien ficelés qui parlent plus que les rapports mapping et qui énumèrent les faits sur une chronologie des dates telles qu'ils se sont produits et les auteurs sont connus. Ils courent, mais nous détenons ces documents. Je pense que
Le moment est venu où nous devons lutter tous dans l'ensemble pour obtenir justice au nom des victimes qui ont péri dans la barbarie des acteurs, que ce soit externes comme internes, mais qui courent encore et qui se réjouissent d'avoir commis ce genre d'actes. Donc nous devons lutter pour cela, de manière générale. Oui, merci beaucoup. Je voudrais signaler ici la présence de Maître Rakim. Allô, Maître Rakim, ça va? Oui, allô? Bonsoir, Maître Rakim Poutou. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de nous joindre. On avait des petits problèmes techniques avec vous. Maintenant, c'est résolu. Nous rappelons que nous sommes en train de parler du rapport mapping. Est-ce qu'il y a un espoir pour les victimes de violations des droits de l'homme en RDC? Oui. Nous sommes avec notre expert, Maître Didier. Didier qui est du domaine. Oui. Il a déjà expliqué qu'est-ce que le rapport mapping, quelles sont les violations qui ont été documentées. Il a même expliqué l'essence du concept de mapping. Il a présenté les contextes dans lesquels ce rapport a été rédigé. Et il a démontré aussi à quel niveau se situe l'obstacle pour la mise en place d'un tribunal pénal ou mixte international pour juger, réprimer ces violations des droits de l'homme, afin que les victimes, n'est-ce pas, puissent obtenir réparation. Maintenant, avec vous, quel est votre entendement par rapport à ces rapports mapping? Selon vous, c'est quoi les rapports mapping? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs? Oui. Alors, je voudrais d'abord m'excuser parce que la qualité de la connexion, elle est tellement mauvaise ici où je suis. Je ne vous capte pas très bien. Alors, s'il y a possibilité de revenir un peu sur la question pour que je puisse y apporter quand même une bonne réponse. Ok, ça va. Je voudrais tout d'abord je voudrais vous demander de pouvoir, n'est-ce pas, vous présenter pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs, n'est-ce pas, les internautes, puissent savoir qui êtes-vous et que faites-vous. D'accord. Je m'appelle Rakim Kimpoutou Kimena. Je suis défenseur judiciaire au niveau du tribunal de grande instance d'Ouvira. Alors, j'œuvre également dans la recherche sur le droit international humanitaire, les droits internationaux des droits de l'homme. Oui. J'œuvre également au niveau de Bukavu dans les bureaux de recherche sur l'application d'un droit régional communément appelé droit OADA. Oui. Je suis père de famille. D'accord. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Nous allons maintenant vous poser la question suivante. Quelle est l'idée qui vous vient à l'esprit quand on parle du rapport mapping? Le rapport mapping, c'est une cartographie des crimes qui ont été commis dans la région, c'est-à-dire dans la RDC, à partir de 1993 jusqu'à 2003. Ce sont des crimes documentés avec des éléments à charge, des noms des personnalités, des faits, des localités et des victimes. Donc c'est un rapport très complet, très détaillé, très fourni des crimes qui ont été commis dans ces laps de temps sur le territoire de la République du Congo par les différents acteurs qui ont eu à intervenir dans les guerres qui ont sévi et dont la plupart continuent à produire des effets jusqu'à présent. Oui. Voilà. Alors, ce rapport-là, c'est un rapport... Oui. Oui, continuez. Bon, ce que je voulais simplement ajouter, c'est que c'est un rapport des Nations Unies qui a été rendu public
Et dans le rapport, il y a des recommandations. Oui. Dont la création d'un tribunal ad hoc pour le Congo. Oui. Qu'est-ce qu'un tribunal ad hoc? Alors, je préfère d'abord m'arrêter. Ad hoc, parce que je voudrais que le tribunal... on soit à la même page, à la même ondeur d'onde avec ouais. nos téléspectateurs. Un tribunal ad hoc, c'est quoi? Un tribunal ad hoc, c'est un tribunal spécial. Okay. Avec une compétence territoriale bien définie, une compétence matérielle qui couvre les crimes internationaux, les crimes les plus graves du droit international humanitaire, et pour une période donnée, des faits infractionnels qui sont commis sur un espace bien donné. Donc un tribunal ad hoc, je le répète, c'est un tribunal spécial. Oui. Il peut être créé soit par une résolution des Nations Unies, oui. Le cas du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il peut aussi être créé par un mécanisme de droit interne, c'est-à-dire une loi, le oui. tribunal spécial de la Centrafrique, oui. Et puis nous avons eu, je crois, celui de la Sierra Leone également, qui sont des mécanismes hybrides internes internationaux. Oui. D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Maintenant, Maître Didier nous a expliqué comment est-ce que dans le contexte actuel, la configuration politique actuelle de la RDC, il n'est pas aisé ou bien n'est pas facile que nous puissions aboutir à la mise en place des dites recommandations, étant entendu que les mêmes auteurs présumés d'hier sont eux qui se retrouvent à la tête des institutions nationales. Et donc, ils n'ont aucun intérêt. Parce que les deux rapports documentent, parce que moi-même je l'ai lu, il y a des faits qui sont reprochés à MRC, il y a des faits qui sont reprochés, n'est-ce pas, ou bien imputables selon les experts, au RCD, il y a des faits qui sont imputables au Maï Maï, parce que même les Maï Maï ont commis des exactions contre des civils. Il y a des faits qui ont été commis contre... Il y a même des Kassaïens en 93. Lorsqu'il y avait des massacres contre le Kassaïen au niveau de Chab. Oui, j'ai lu cela. Et donc, vous voyez, ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Ont-ils l'intérêt, ces gens-là, ont-ils l'intérêt à ce que ce tribunal puisse, n'est-ce pas, être mis en pratique, en œuvre? Oui. Alors, par rapport à cette question-là, oui. Nous étions parmi ceux qui pensaient que les pesanteurs politiques qui entourent la RDC actuellement ne concourent pas en faveur de l'établissement d'un tel tribunal, une juridiction ad hoc chargée de documenté dans le rapport mapping. Oui. Pourquoi nous le disons? Au niveau interne, les différents protagonistes sont toujours au pouvoir. Ils occupent des postes de responsabilité dans l'armée, dans les institutions et même jusqu'au gouvernement. Il y a encore des personnalités ici, tantôt du RCD, oui. Ici tantôt du MLC, ici tantôt de la branche qu'on appelait ex-gouvernement, oui. Et même les miliciens Maïmaï sont encore sur terrain et certains groupes armés sont encore actifs, tels que le M23 qui est en train de ressurgir de nulle part, tel que au niveau de la province de l'Ituri. Sans vous interrompre, oui. Il y a même des faits, des oui. Crimes qui étaient commis par les ex-FAS lorsqu'ils étaient en train de quitter, de fuir, d'abandonner le territoire entre les mains de l'AFDEL. J'ai lu cela dans les rapports mapping. On cite des villes comme Uvira, on cite Bukavu, on cite la plaine de la Runingu, Kiliba, on cite... À l'est, il y avait même des crimes qui étaient commis par les ex-FAS. Donc, ça devient compliqué. Effectivement.
Effectivement. Alors, lorsque on a résolu de mettre fin au premier conflit, il y a eu ce qu'on appelle Allô? Allô, maître? Voilà, maître Rakim a un problème de connexion. Nous pouvons poursuivre avec maître Didier. Allô, maître Didier? L'équation n'est pas vraiment aisée. On poursuit avec vous. On poursuit avec vous. Voilà, maître Rakim est parti. Je vais devoir les joindre plus tard. On poursuit avec vous. Maintenant, pensez-vous que le docteur Mukwege peut-il s'en sortir seul? Parce que déjà au niveau national, lui qui est un prix Nobel de la paix, lui qui a documenté, lui-même ayant été témoin de certaines violations, quand il parle de massacres de civils au niveau de la plaine de la Ruzizi, à Lemera, quand il parle des médecins, des infirmiers qui étaient tués, quand il parle des victimes de survivantes de viols et de violences sexuelles, pensez-vous que c'est facile vraiment pour lui de gagner cette lutte sans que les Congolais, les partis politiques puissent, n'est-ce pas, se joindre à lui? C'est facile? Ok. Il y a peu, je venais de parler de l'hypocrisie internationale. Donc, l'hypocrisie de la communauté internationale. Le docteur Mukwege n'est pas une personnalité uniquement nationale congolaise, mais c'est d'abord une icône, une personnalité internationale. Son statut est international. Ceci dit, l'appel du docteur Mukwege à la communauté internationale à pouvoir mettre en place une juridiction des droits internationale dans le but de réprimer le crime commis à son temps est un appel qui devait interpeller la communauté internationale dans son ensemble. Naturellement. Donc, quand je parle de la communauté internationale, voilà. Mais malheureusement, parce qu'il s'agit d'une hypocrisie internationale qui fait que la RDC souffre aujourd'hui, il ne peut pas être entendu. Je venais de vous expliquer il y a peu le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec l'intervention de 47 pays membres des Nations Unies qui interviennent au Congo, chacun protégeant ses propres intérêts. Comment voulez-vous que cette communauté internationale puisse de manière générale mettre en place un mécanisme qui va les juger elle-même? C'est impossible. Parce que ce tribunal, en statuant sur les cas de pillage, en statuant sur les cas de vol et des ressources naturelles de la RDC, va certainement toucher sur certains membres des pays contributeurs des troupes des Nations Unies qui sont présents au Congo. Je parle de l'Inde, par exemple, pour le cas de Goma. Je parle de l'Inde, je parle du Pakistan, je parle de l'Uruguay, je parle de la Chine. Tous ces pays sont membres des Nations Unies. Mais ils pillent systématiquement les ressources naturelles de l'Est de la RDC à travers le mécanisme de leur présence qu'on appelle mission des Nations Unies au Congo. Comment voulez-vous que ces mêmes pays acceptent de voter pour une résolution mettant en place un mécanisme qui va les juger? C'est impossible. Donc c'est pour cette raison que non seulement le docteur Mukwege est en danger par rapport à ces appels, mais aussi il ne sera jamais entendu étant donné que il lutte contre ceux qui le dirigent, il lutte contre ceux qui le protègent. Vous comprenez? Alors dans ce cas, il se met en danger et d'autre part, il ne pourra jamais être entendu. C'est un effort conjugué de l'ensemble du peuple congolais qui pourra sauver non seulement le docteur Mukwege, mais aussi les restes de ceux qui sont visés par des crimes, parce que ça ne s'était toujours pas arrêté. Vous avez les cas de Beni, vous avez les cas de Minembwe, il venait de se produire un autre massacre d'ici là, mais c'est un officier de FRDC qui commet cela. Au nom de Makanika, qui a fui les FRDC, demain il se retournera. Il retournera encore au sein de l'armée. Voulez-vous que cette armée permette à ce qu'une justice puisse être mise en place pour les juger? C'est impossible. Le problème est dans le... Voilà le problème devant lequel nous nous trouvons. Et dans ces cas, selon moi, c'est un effort conjugué de l'ensemble du peuple congolais qui peut faire en sorte que la communauté internationale d'abord se désengage de la RDC pour éviter qu'il ne soit juge et parti, et ensuite
qu'ils reviennent en arrière pour aider la République démocratique du Congo à mettre en place une justice équitable pour juger les acteurs présumés de crimes, disons les auteurs présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Là encore, il faudra du temps pour que cela arrive. Donc c'est un peu ça la situation. Ah, c'est compliqué, hein? C'est compliqué pour nous, les peuples congolais. C'est compliqué pour des victimes parce que bien que les crimes internationaux revêtent d'un caractère imprescriptible, ça veut dire que ce sont des crimes qui sont jugés même jusqu'à la fin du temps. Ils n'ont pas de prescription, donc il n'est pas dit qu'après un certain temps, il y aura plus de poursuites. Mais quand même, il est aussi judicieux que des victimes obtiennent une réparation sans vraiment prendre beaucoup de temps. Parce que des fois, des criminels présumés peuvent mourir, des victimes aussi peuvent être désintéressées, des victimes peuvent aussi mourir. Il y a aussi une possibilité de perdre certaines preuves, parce que quand un général d'un État dit qu'il n'y a pas de preuves, ça veut dire qu'il n'y a pas de victimes, ça veut dire que dans sa logique, il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de crime, et donc le Congo est dans un sérieux problème. C'est ce qui me pousse maintenant à vous poser la question suivante. Que doit faire la société civile? Que doit faire les Congolais? Tout Congolais est pris de la justice, et tout Congolais qui veut avoir un espoir, qui veut voir qu'un jour la justice soit faite, que doit-il faire? Je venais de le dire. Hormis l'hypocrisie de la communauté internationale, telle que je l'ai mentionné, oui. Hormis le laxisme, c'est-à-dire la complicité totale des autorités de Kinshasa et du gouvernement, disons, et des institutions de manière générale, là, oui. je pèse mes mots, oui. Il faudra que la société civile, qui doit demeurer une église au milieu du village, il faudra que l'ensemble de la société civile congolaise, là je parle des organisations non gouvernementales, oui. Des églises et bien d'autres, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire exiger de manière inlassable à la communauté internationale de veiller sur les cas de crimes commis en RDC. Je vais vous rappeler pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de génocide à Beni. C'est tout simplement parce que les Nations Unies sont là. Oui. Les Nations Unies évitent d'être encore une fois indexées pour complicité de génocide, comme ce fut le cas au Rwanda, lorsqu'on parlerait de génocide à Beni. Mais à Beni, il s'agit d'un génocide pur et simple. Oui. À Minembwe, il s'agit d'un génocide pur et simple. Mais pourquoi on ne parle pas de génocide? C'est parce que les Nations Unies sont présentes. Les Nations Unies évitent qu'on ne puisse dire qu'il y a eu génocide à leur présence pendant qu'ils avaient une forte mission déployée sur le terrain. Donc, si la société civile ne peut pas jouer son rôle pour dénoncer ces genres d'hypocrisie, en tout cas, il faut désespérer qu'il puisse y avoir justice pour les victimes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en RDC. Et même, dans l'avenir, il faudra en outre que cette même société civile exige trop des autorités congolaises. C'est-à-dire les autorités congolaises devront se défaire de ces acteurs qui ont participé à des crimes de guerre, à des guerres à l'Est, à des guerres dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire, parce que l'argument même de James Kabarebe que vous avez évoqué trouve son fondement dans les comportements des autorités politiques congolaises. Oui. Parce que les autorités politiques congolaises ne veulent pas dénoncer ce qui a été commis comme crime par les Rwandais et l'Ouganda à RDC, raison pour laquelle James en profite pour dire qu'il n'y a pas de crime. Ils n'ont commis aucun crime, sinon si crime il y en aurait, ce sont les autorités congolaises qui seraient premières à les dénoncer. Et elles ne les font pas parce qu'elles-mêmes sont impliquées dans cela. Vous comprenez? Alors, c'est à la société civile... Ils n'ont jamais dénoncé cela. Elles n'ont aucun intérêt à les dénoncer d'abord, et ce n'est pas à la personne de Mukwege de pouvoir prendre cette responsabilité. Seul, tout un État abandonné par l'ensemble de la société civile, que je dénonce d'ailleurs, je pense qu'à un certain niveau, c'est nous tous, moi, vous et les autres, qui devons lutter de manière, j'ai dit, de manière inlassable, donc de manière déterminée, pour arriver à convaincre le monde entier quand même certains pays restent encore exempts de certains reproches. Donc on doit tout faire pour les amener à nous accompagner pour obtenir que les Nations Unies décident de manière définitive et responsable à adopter une résolution portant mise en place d'un tribunal pénal spécial pour le Congo. Je voudrais
essayer de rectifier quelque chose que le confrère de Douvira a évoqué. Il ne peut pas y avoir une mise en place d'un mécanisme juridique interne pour les cas de la RDC. Parce que les cas de la RDC nécessitent des enquêtes extraterritoriales. Et ces enquêtes devront apporter des éléments qui épinglent, qui indexent des autorités d'autres pays autres que la RDC. Donc la RDC n'est pas dotée d'une compétence universelle en matière de droit ou en matière de justice. Elle n'a pas qualité, elle n'a pas ce pouvoir-là de mettre en place une juridiction qui devra juger notamment ceux qui jouissent de double nationalité pour le cas de la RDC ou ceux qui sont en dehors du territoire national. Il faut par contre, donc là j'élimine le cas de la mise en place d'un tribunal ad hoc, parce qu'un tribunal ad hoc ne peut se limiter qu'à statuer sur des crimes commis notamment sur le territoire donné, parce qu'il y a une description du territoire et de la compétence de la juridiction mise en place. Donc c'est limité sur le plan géographique. Mais pour le cas de la RDC, il faut un tribunal international spécial pour le Congo. International parce qu'il juge des cas extraterritoriaux par rapport à la géographie de la RDC. Et c'est cela dont nous avons besoin. Mais parler de la mise en place d'un mécanisme de tribunal ad hoc serait restreindre les responsabilités de ce tribunal. Donc, pour la RDC, la réparation n'aura jamais lieu. Voilà la différence qu'il y a entre les deux cas. Tout à fait. Oh, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Et donc, ici, c'est aussi un appel, n'est-ce pas, en intention de la société civile, les ONG de défense des droits de l'homme, de la promotion de la paix, de s'impliquer aussi dans cette lutte, dans ce travail. C'est dans ce contexte que nous, personnellement, étant, n'est-ce pas, soucieux de la justice, respectueux des droits de l'homme, nous avons pris cette résolution d'ouvrir, n'est-ce pas, cette page, cette chaîne YouTube. Ça, c'est ma contribution personnelle pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, nous allons sensibiliser la population, nous allons sensibiliser les organisations de défense des droits de l'homme, nous allons, n'est-ce pas, sensibiliser toutes les couches sociales afin de prendre conscience, de s'accaparer, de lire, de comprendre le contexte dans lequel le rapport mapping a été écrit, quelles sont les violations qui sont mentionnées là-bas et quelles sont les recommandations. Est-ce que les Congolais ont-ils intérêt à voir qu'un jour la justice soit faite? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont vécu ces atrocités. Il y a beaucoup parmi nous qui sont des témoins oculaires. Il y a beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, qui ont entendu, qui ont été sur le terrain. Et donc, quand il y a violation des droits de l'homme, il doit y avoir nécessairement des réparations et les victimes doivent avoir accès à la justice. Et voilà, ça c'est ma contribution personnelle. C'est pourquoi dans mon introduction, j'ai dit que je ne suis pas membre du parti politique. Je suis un penseur libre et je donne accès aux gens qui pensent aussi comment est-ce que nous pouvons faire ensemble afin que les problèmes de violation des droits de l'homme soient résolus de manière, n'est-ce pas, équitable, tout en respectant bien entendu les droits de la défense. Sans justice, il n'y a pas de paix. Maître, nous sommes en train d'aller jusqu'au bout de notre émission. Mais je voudrais, n'est-ce pas, j'ai sous mes yeux les rapports de Human Rights Watch. C'est un rapport qui a été publié. Il est disponible d'ailleurs sur Internet. RDC, questions et réponses sur les rapports des mappings des Nations Unies sur les droits humains. C'est un rapport qui a été publié le 1er octobre 2010. Ça fait déjà 10 ans depuis qu'il a été publié. Dans ce rapport, Human Rights Watch, qui est une organisation de défense des droits de l'homme au niveau, ça se trouve aussi dans la région des Grands Lacs, à Goma, il y a un bureau. Ça pose des questions. Par exemple, quel est le sujet de ce rapport? Comme vous l'avez dit, vous l'avez expliqué, pourquoi ce rapport est-il important? Il y a aussi la question, il existe des différences entre la version qui a été divulguée à la presse en août et la version officielle publiée par l'ONU. Qu'est-ce qui fait à ce que les Rwandais soient vraiment trop inquiets par rapport à ce rapport? Pourquoi il y a trop d'agitation? Et voilà, téléspectateurs, si vous êtes intéressé par la question, vous pouvez seulement aller sur Google, vous tapez rapport mapping, Human Rights Watch, vous allez obtenir toutes ces informations. Donc, tout le monde a l'obligation morale, n'est-ce pas, de contribuer à l'instauration
d'un état de droit à l'instauration, n'est-ce pas, de la justice dans les pays et partout dans le monde. C'est une obligation. Maître, oui. Je ne sais pas, Oui. je ne comprends pas, est-ce que, pensez-vous que c'est possible d'y arriver? Oui, il est tellement possible d'y arriver que c'est une question de volonté politique. Oui. Donc tout repose sur la volonté politique. Oui, Nous avons un président de la République qui n'est pas impliqué dans aucun crime international, à portée internationale. tout à fait. Nous avons un président de la République qui n'a participé à aucun événement politique sanglant. Oui, Je crois, vous serez d'accord avec moi sur ce point de vue. tout à fait. Alors, quand je dis que c'est une question de volonté politique, c'est-à-dire c'est une question qui appelle à un courage personnel du décideur, Oui, à pouvoir restaurer la paix et la justice au pays. Il n'y a pas de paix sans justice, c'est vrai, mais aussi il n'y a pas de justice sans paix. Ça vaut de pair, Tout à donc fait. c'est inséparable. Mais que doit faire l'autorité congolaise au plus haut niveau? L'autorité congolaise devrait saisir le mécanisme des Nations Unies aux droits de l'homme pour leur demander de pouvoir produire plus d'éléments sur les rapports, parce qu'il est toujours incomplet ces rapports. Quand vous arrivez à la fin, oui, on vous renvoie vers le rapport suivant. Vous voyez, on vous dit un autre document, un rapport suivant pourra donner plus d'autres éléments par rapport au contexte. tout à fait. C'est-à-dire par rapport aux éléments qui pourront se produire après ceux qui sont évalués, donc ceux qui sont examinés. Oui. C'est-à-dire il est incomplet. Alors, le chef de l'État, dans un premier temps, doit demander plus de lumière sur cette question. Des deux, c'est lui qui doit donner le coup d'envoi aux Nations Unies à pouvoir adopter une résolution dans le cadre diplomatique, c'est-à-dire ça relève des négociations de haute portée pour obtenir que, de manière indépendante, les Nations Unies assistent la RDC à pouvoir créer un tribunal pénal spécial pour le Congo. Et ce tribunal-là ne peut pas être basé au Congo. C'est pas sur le territoire congolais, il doit être établi ailleurs, en dehors du territoire congolais, Oui. pour que l'ensemble des présumés auteurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre qui ont été commis en RDC puissent se rendre sur ce territoire-là. Parce que je ne vois pas la RDC faire extrader James Kabarebe vers un tribunal congolais. C'est impossible. Oui, c'est Je ne impossible. vois pas non plus James Kazini être extradé de l'Ouganda vers la République démocratique du Congo pour comparaître. Ça, c'est impossible. D'abord, un mécanisme de coopération judiciaire entre ces trois États n'existe pas jusqu'aujourd'hui. Oui. Laurent Kunda est à Gisenyi, personne ne le touche parce que tout simplement, il n'y a pas de coopération judiciaire entre la RDC et le Rwanda. Il n'y a que la RDC qui fait plaisir au Rwanda en extradant les Hutus quand ils sont capturés, ils les renvoient au Rwanda, mais cela n'existe pas sur le plan du droit ou de la coopération judiciaire entre les deux États, ça n'existe pas. Alors, ça veut dire que pour obtenir la création de ce tribunal, ce sont les autorités congolaises qui doivent les demander. En plus, joignant leur voix à celle du docteur Denis Mukwege, qui détient au moins certaines preuves de ce que le peuple congolais a vécu. Parce que lui-même a vécu cela. Il est aujourd'hui prix Nobel de la paix, non pas parce qu'il a mérité, mais parce qu'il a travaillé fort pour ça. En obtenant ce prix Nobel, c'est une reconnaissance pour une personne qui a vécu des crimes et qui vit dans un traumatisme quasi permanent. Oui. Alors, on lui dit... Oui. Oh, voilà, il y a un problème de connexion. Alors, pour cette reconnaissance oui. de marque de la part de la communauté internationale devrait assister le docteur Mukwege pour arriver à amener le pays à se doter d'un instrument juridique international qui quand même sécurise la vie des citoyens congolais. Faute de quoi, donc, il y a absolument pérennité de criminalité en RDC et je ne vois pas si donc sans la volonté de ces autorités, si demain ou après-demain les victimes peuvent s'attendre à une réparation ou avoir accès à une justice équitable. D'ailleurs, le mécanisme judiciaire interne est confisqué par la politique. Donc c'est la politique qui dirige. On arrête celui qu'un décideur politique a voulu. Mais il n'y a pas de justice équitable au Congo. Comment arrivera-t-il un jour qu'un mécanisme interne soit créé pour juger des crimes commis à l'Est lorsque cette même justice est tenue par les auteurs présumés de ces crimes?
Donc voilà pourquoi c'est la haute hiérarchie politique du pays, c'est-à-dire l'autorité suprême qui doit prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation pour saisir la communauté internationale à travers les Nations Unies afin de demander que ce tribunal soit créé. On en a besoin. Voilà. Mais maître, la dernière question. Je ne comprends pas ce paradoxe. L'Est de la RDC a payé le plus lourd tribut de ces violations. L'Est de la RDC a des leaders qui se trouvent à Kinshasa pendant plusieurs décennies, 2-3 décennies, voire plus. Mais pourquoi ces leaders qui sont membres, tantôt des opérateurs économiques, tantôt membres des partis politiques, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas intérêt, n'est-ce pas, à soutenir visiblement le docteur Mukwege dans sa lutte et d'autres organisations de défense des droits de l'homme au niveau de l'Est. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce comportement. J'ai vu, il y a un groupe de femmes qu'on appelle les marraines de la RDC. Ce sont des femmes, je pense que vous en avez déjà entendu parler, des femmes. Oui, les femmes leaders. Les femmes leaders, des femmes influentes qui ont occupé de grandes responsabilités dans le monde, qui se sont jointes à Dr Mukwege dans cette lutte, qui disent on doit tout faire pour que des résolutions soient prises, pour que des recommandations contenues dans les rapports mapping soient mises en pratique. Des femmes qui ne sont pas des Congolaises, des étrangères, par-dessus tout. Mais je ne comprends pas pourquoi des Congolais, même, il y a des gens de certains, il y a beaucoup même de gens de l'Est qui sont sensibles. Ils préfèrent, n'est-ce pas, soutenir des politiciens congolais que soutenir le docteur Mukwege dans sa lutte. Je voudrais voir beaucoup de gens dans la rue dire non, nous, les femmes de l'Est, nous, la population de l'Est, nous allons organiser une marche, n'est-ce pas, de soutien aux efforts du docteur Mukwege parce qu'il s'inscrit dans la logique de la lutte contre l'impunité. Nous, on en a marre, on a vu, on a été victime des violations des droits de l'homme, on a été violés, mais aujourd'hui, nous voudrions obtenir des réparations. Mais je ne vous comprends pas. C'est quoi juste cette affaire? La réponse à votre inquiétude ou à votre préoccupation est simple. Vous n'allez pas oublier que les acteurs politiques qui sont à Kinshasa depuis longtemps ont des ramifications à l'Est. Les groupes armés à l'Est, qu'ils soient des groupes armés Maïmaï ou pro-rwandais, sont des bras séculiers. Ce sont des bras séculiers des acteurs politiques établis à Kinshasa, qu'ils soient originaires du Nord Kivu, du Sud Kivu, ces politiciens-là sont alors des auteurs intellectuels de l'émergence des groupes armés à l'Est. Donc, les groupes armés à l'Est, ce sont des instruments, des bras séculiers, des exécutants de certaines communications ou de certaines idéologies montées par les acteurs politiques à Kinshasa. C'est ça la raison pour laquelle ces acteurs politiques-là que vous évoquez, étant au Kinshasa pour plus de 3 décennies, ne peuvent en aucun cas s'engager à pouvoir soutenir quelqu'un qui lutte pour l'établissement de la justice. Parce que si cette justice est établie, elle va également juger ces anciens, disons, elle va juger les bras séculiers de ces politiciens jusqu'à les citer comme auteurs intellectuels. Donc, à ce niveau, ils ne peuvent jamais contribuer. Donc, pour moi, le combat de Dr Mukwege, oui, c'est un combat juste. Il faut le soutenir et l'encourager. Ça, c'est un. Mais de deux, il faudra à ce que, sincèrement, la société civile puisse s'assumer. Ce combat ici ne concerne pas Mukwege seul. C'est un combat qui concerne l'ensemble de la communauté nationale, mais partant de la société civile. Les églises, l'église catholique, l'église kimbanguiste, l'église musulmanes et les églises de réveil. Elles soutiennent le plus souvent des appels politiques à une marche de protestation ou une marche pour telle ou telle autre cause. Mais je ne les vois pas organiser des manifestations pour exiger que justice soit faite en faveur des victimes de crimes et de guerre commis à RDC. Ils n'ont jamais fait ça. C'est ça, non, la complicité tacite des acteurs de la société civile. C'est là que moi je souhaite voir une marche organisée au Congo par la société civile de manière générale pour exiger que justice soit faite et que la communauté internationale nous accompagne pour
mettre en place des juridictions pénales devant statuer devant, disons, connaître des cas de violations des droits humains, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides pour la RDC. C'est là où moi je souhaite voir la société civile. Mais si nous devons attendre que les autorités politiques ou les acteurs politiques originaires du Kivu, parce que tout s'est passé au Kivu, puissent intervenir afin de demander ou d'exiger quoi que ce soit, ce sont ces mêmes acteurs politiques qui sont impliqués dans la montée en puissance des groupes armés à l'Est. Donc, la réponse est qu'ils ne le feront jamais. Donc, c'est à nous de nous assumer. Voilà. Donc, on attendra longtemps, comme on le dit souvent. Et donc, le peuple congolais, nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous joindre aux politiciens qui n'ont aucun intérêt à voir que les recommandations contenues dans les rapports au mapping soient mises en pratique. Ils n'ont aucun intérêt de voir que la justice soit faite à la mémoire de nos membres, de nos mamans, de nos sœurs, de nos amis, nos frères qui ont été massacrés. Donc, nous devons plutôt nous mettre du côté de gens qui sont souciés de la restauration de la justice. L'état des droits passe par la restauration, n'est-ce pas, de la justice. Et on ne peut pas parler de l'état des droits ou de la justice au niveau interne, ça veut dire au niveau des tribunaux internes, sans aussi penser aux crimes qui ont été commis sur notre territoire il y a de cela 2 décennies. Et donc, c'est important que chacun de nous soit engagé dans cette lutte. Il ne faut pas dire que non, ça ne me concerne pas, et voilà, ça, et ça, ça. Dans l'émission précédente, je l'ai dit, je l'ai souligné, qu'un défenseur des droits de l'homme, c'est toute personne qui peut défendre les droits de l'homme. Il n'est pas requis à ce que tu sois membre d'un mouvement associatif, que tu sois membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, officiellement connue, X, Y, mais il est requis. Il est tout simplement demandé ou recommandé que tu demandes que les droits de l'homme soient respectés. Et la constitution de la RDC contient un chapitre ou un titre ou une partie consacrée aux droits de l'homme. Ce sont ces droits de l'homme-là qui ont été violés et qui doivent être respectés par tous. Nous sommes en train de parler, pour ceux qui viennent de nous joindre, des rapports mapping. Est-ce que c'est une possibilité pour l'accès à la justice par les victimes? Et nous sommes en train de discuter cette question avec notre expert, maître Didier. Et aussi, nous étions aussi en contact avec maître Rakim. Nous venons de comprendre que les crimes qui ont été commis sur notre territoire en RDC, ce sont des crimes qui ne sont pas prescriptibles, ça veut dire ce sont des crimes qui peuvent être poursuivis à n'importe quel temps. Donc, leurs auteurs présumés ne peuvent pas dire que non, le temps est passé, on ne peut plus me poursuivre. Non, ce sont des crimes internationaux, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide selon la qualification qui pourrait être retenue par des juridictions compétentes. Si cela sera fait, nous le prions bien. Voilà des crimes qui ne doivent pas être restés impunis. Et notre expert a démontré que comment est-ce que le Congo est pris en otage. La configuration politique actuelle ne permet pas, n'est-ce pas, que la justice soit rendue en faveur des victimes. Parce que le gouvernement, les membres du gouvernement d'aujourd'hui sont parmi, pas tous, mais la majorité, sont parmi les alliés, sont parmi les auteurs présumés d'hier. Ils étaient des seigneurs de guerre, des chefs des groupes armés, Maï. Ils étaient des belligérants du côté des RCD, qui était un mouvement soutenu par les Rwandais. Ce n'est plus à démontrer, parce que si vous voulez savoir plus, il faut lire le livre blanc écrit par, je crois que c'est le sénateur actuellement, l'ancien chef directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila, monsieur Cheo Kitundu. C'est un document vraiment, s'il faut le lire, allez sur Google, livre blanc. Livre blanc contient des violations des droits de l'homme commises sur le territoire de la RDC par les groupes armés et aussi par les Rwandais et l'Ouganda. Donc là, il dénonce l'agression dont la RDC a été victime par 2 pays, à savoir les Rwandais et le Burundi et les alliés, les Rwandais, le Burundi et l'Ouganda, et aussi les alliés
qui soutenaient les groupes armés, les RCD, les Rassemblements Congolais pour la démocratie, entre guillemets. Il y a aussi la jurisprudence de la Cour internationale de justice, connue sous le nom de affaires des activités militaires et paramilitaires sur les territoires congolais, opposant la RDC, la République démocratique du Congo, contre... ça oppose la RDC à l'Ouganda et le Rwanda, mais malheureusement, les Rwandais n'avaient pas accepté ou bien reconnu la compétence de cette institution, et c'est pourquoi les Rwandais n'ont pas fait l'objet de condamnation. Mais il n'est pas toutefois nié que les Rwandais n'avaient pas pris part à la guerre d'agression contre la RDC. Donc des crimes aussi sont mis en charge du Rwanda, mais dans les cas précis de la Cour pénale, pas la Cour pénale, mais la Cour internationale de justice, la CIJ, les Rwandais n'avaient pas fait l'objet de condamnation parce que, n'ayant pas reconnu la compétence de cette instance judiciaire. Par contre, l'Ouganda, oui, a été condamné. C'est ce que Maître Didier venait d'expliquer. L'Ouganda a été condamné. La RDC a démontré, noir sur blanc, qu'elle a été violée. Donc, je veux dire, son intégrité territoriale a été violée, n'a pas été respectée. La RDC a démontré qu'il y avait des pillages, qu'il y avait des violations graves des droits de l'homme qui étaient commises par l'Ouganda et le Rwanda. On a pillé, on a violé des femmes, on a déporté des populations civiles, on a brûlé des villages, on a commis des crimes graves. Et à l'issue de preuves présentées par la RDC, la Cour a jugé que l'Ouganda était coupable et par conséquent, l'Ouganda devrait, n'est-ce pas, réparer toutes ces violations des droits de l'homme. Et à l'étape actuelle, la RDC et l'Ouganda, n'est-ce pas, ont préféré que cela soit fait de manière, n'est-ce pas, diplomatique, pas devant la Cour, parce que le jour où la Cour attendait la RDC et l'Ouganda pour préciser discuter ou bien se mettre d'accord sur les contenus de la réparation, malheureusement, il y avait des arrangements entre ces deux pays. Je ne sais pas quel était l'intérêt de la RDC dans cette affaire d'arrangement extrajudiciaire, pendant que la Cour les attendait, n'est-ce pas, pour fixer ou bien pour donner acte à la forme qui s'était entendue pour obtenir la réparation. Malheureusement, la RDC n'a pas voulu que cela soit fait devant la Cour. La RDC a préféré que ça soit fait de manière diplomatique entre elle et l'Ouganda. Mais quel est l'intérêt? Je n'ai pas de réponse parce que je ne comprends pas cette démarche. Il faut aussi savoir qu'en droit international, ce sont des États qui sont des créateurs et les destinataires de la règle des droits. Et donc, tout dépend de leur volonté. S'ils décident d'agir de cette façon, s'ils décident de régler leurs différends de cette manière, la Cour ne peut pas les imposer autre chose. Donc, c'est le droit qui est fait par les États et c'est un droit qui est destiné aux États. Et donc, voilà que la Cour a démontré que la RDC était victime d'agressions et qui a fait des violations des graves. Maintenant, il y a aussi les rapports mapping qui, à la différence de la CIJ ou la Cour internationale de justice, les rapports mapping documentant aussi des violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, les rapports mapping donnent la cartographie. Ça veut dire des sites où des crimes ont été commis et essaient d'établir, n'est-ce pas, des responsabilités et fait au demeurant des recommandations. C'est notamment qu'il y ait une justice internationale, peut-être ad hoc, ça veut dire qui sera créée par le Conseil de sécurité pour juger et réprimer ces violations. Maintenant, ça demande encore la volonté de l'État congolais. Il faut les lobbying au niveau national et au niveau international. Mais comme pour l'affaire l'Ouganda et la RDC, ici aussi la RDC n'a pas intérêt, je ne comprends pas pourquoi la RDC n'a pas intérêt à accélérer les dossiers. Pourquoi la RDC n'a pas intérêt à mettre en place
les recommandations contenues dans les rapports mapping? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être vous avez la réponse. Pourquoi la RDC, dont les citoyens ont été victimes de violations graves des droits de l'homme, pourquoi la RDC, dont les richesses ont été pillées, pourquoi la RDC, dont l'intégrité territoriale a été violée, n'a-t-elle pas intérêt à ce qu'il y ait une justice pour réprimer les auteurs présumés de dites violations? Je ne comprends pas. Et c'est ce qui explique même que le docteur Mukwege et les autres Congolais, n'est-ce pas, qui sont intéressés par la question, se retrouvent seuls, sans qu'il y ait un appui au niveau national. Il n'y a aucun programme du gouvernement congolais dans le cadre de soutenir les efforts faits par le docteur Mukwege, qui se bat jour et nuit pour la mise en place ou l'exécution des recommandations contenues dans les rapports mapping. Il y a un groupe de Congolais qui vit dans la diaspora qu'on appelle Genocost, qui a déjà, n'est-ce pas, emboîté les pas au docteur Mukwege. Il y a d'autres Congolais, mais pourquoi pas les politiciens? C'est la question qui reste en suspense. Je n'ai pas de réponse maintenant. Je pense que vous en avez. Pourquoi pas eux? Nous avons un ministère qu'on appelle un ministère des droits humains. Mais c'est un ministère qui devait travailler sur cette question. Parce que c'est une question de défense des droits de l'homme qui rentre dans ses compétences ministérielles. Pourquoi ces refus informulés? Pourquoi des politiciens, des leaders politiques? Pourquoi pas des chefs coutumiers? Des chefs coutumiers. Il y a des villages, il y a des chefs coutumiers qui étaient tués. Il y a des villages brûlés. Des populations déportées. Pourquoi les députés n'en parlent pas? Pourquoi ce silence? Je ne comprends pas, moi je ne comprends pas. Est-ce une complicité? C'est une question que je me pose, mais à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce une complicité? Pourquoi ne pas s'associer à ceux-là qui luttent pour l'instauration de l'état des droits, à ceux-là qui luttent pour la mise en pratique, la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports mapping? Que font les partis politiques congolais? Que fait la classe politique congolaise? Que font les universités congolaises? Des étudiants, des chercheurs? Eh bien, je pense que cette question devrait être à la une dans la société congolaise. Tout le monde devrait en parler. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence à tous les niveaux? C'est facile de voir des gens manifester dans la rue pour des politiciens, peut-être pour des causes dont ils ne maîtrisent pas les enjeux, les tenants et les aboutissants, mais ils ne sont pas prêts. Ces gens-là ne sont pas prêts pour organiser une marche ou descendre dans la rue afin d'exiger la mise en pratique, la mise en place des recommandations contenues dans les rapports mapping. La justice. Les rapports mapping, c'est un bon document. C'est un document qui... Je ne sais pas, il faut le lire. Hein? C'est un bon document. C'est un bon document. Il faut le lire. Il est disponible sur Google, Internet. Vous pouvez aller chercher. Mais je pense qu'il peut aussi être disponible dans certaines bibliothèques, à Bukavu notamment. Même à Kinshasa, partout au pays. Ici au pays, oui, il y en a. Les rapports mapping, c'est un bon document. Les partis politiques devraient organiser des sensibilisations, des séances de sensibilisation, d'information, pour informer les gens du contenu du rapport. Pourquoi ne le font-ils pas? C'est la question que je me pose. Peut-être vous avez des réponses.
Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas de réponse. Avez-vous peur? Mais en fait de compte, tout le monde mourra. Nul n'est éternel. Il faut toujours dénoncer les mal. Il faut toujours se mettre du côté de la vérité. Je me souviens, je n'ai pas précision par rapport à la page. J'ai lu dans les rapports mapping, lorsqu'il était encore président de la République de la RDC, M. Joseph Kabila, il avait tenu un discours aux Nations Unies dans lequel il disait que il fera tout, je cite, je ferai tout pour mettre en place les recommandations contenues dans les rapports mapping. Je crois que c'était en 2013 ou 2010, juste après la publication du 10 rapports. 10 ans après, 7 ans après. Où en sommes-nous? Qu'a-t-il fait de tel? Qu'a-t-il fait? A-t-il honoré sa parole? Non, il n'a pas honoré. C'est ce que Maître Didier nous a expliqué. Les belligérants d'hier, des personnes impliquées dans des conflits, des auteurs présumés dans des présumés de violations des droits de l'homme d'hier, ce sont ces gens-là qui se retrouvent à la tête, au sommet de l'État. Et donc, par conséquent, ces gens-là ne peuvent jamais prendre des décisions allant dans le sens de mettre en œuvre des résolutions contenues dans le rapport mapping. Parce que, faisant cela, ils seront en train de se trahir eux-mêmes. Ils vont se retrouver devant la barre. Maintenant, que doit faire la société civile? C'est votre travail maintenant. Des confessions, des églises, des confessions religieuses, des églises, des associations, des mouvements associatifs. Tout le monde. Des musiciens, vous devez aussi dénoncer. C'est une affaire de tous. Des musiciens ont dénoncé des crimes. En Afrique du Sud, nous avons, il y a eu Yvonne et Chaka Chaka, on a, qui est encore le feu Lac Doubé. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des musiciens qui ont dénoncé les mal. Bob Marley. C'est comme ça que, c'est de cette façon que les choses devraient se passer. C'est une affaire qui engage tout le monde. Ah voilà, c'est un peu compliqué pour la RDC. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'efforts à fournir. Voilà, tout le monde est impliqué. C'est une demande que je fournis à travers ma chaîne YouTube et ma page Nouveau Départ, page Facebook. Tout le monde devrait contribuer à l'instauration d'un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas ce qu'on attend seulement au niveau local. Non, il y a des détournements, il y a ceci, il y a un programme de 100 jours. Mais c'est aussi impliquer, n'est-ce pas? Impliquer, fournir des efforts. C'est focaliser sur des activités de nature à promouvoir la mise en place des recommandations contenues dans les rapports mapping. On ne doit pas laisser le docteur Mukwege seul. On ne doit pas laisser ceux-là qui luttent pour la justice en RDC seuls. Tous, nous devons faire quelque chose. Chers téléspectateurs, je suis très content que vous soyez nombreux à regarder cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous prie seulement de partager cette vidéo au maximum. Commentez. J'ai besoin de recevoir vos feedbacks ou bien vos réactions. Quels sont vos commentaires? Et si vous avez un sujet à discuter avec moi, si vous voulez qu'on parle d'un fait, d'un événement, au niveau national, au niveau international, n'hésitez pas à me contacter sur ma page ou bien sur ma chaîne YouTube. Il y a mes coordonnées, il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse email. Vous pouvez m'envoyer un message et on va voir comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, faire un programme. Et pour l'instant, comme nous venons de commencer, je pense que nous avons déjà une semaine depuis qu'on a commencé. Je tiens à féliciter ceux-là qui suivent, qui regardent nos vidéos. Merci beaucoup, vous êtes nombreux.
continuer à partager nos émissions. Nous disons que nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des penseurs libres, nous sommes des indépendants, nous sommes du côté de la vérité. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous garde.